Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, aujourd'hui dans notre émission Africa Europa, nous débattons de la place réservée à la femme dans l'entreprise, de la femme de la diaspora, ainsi que de l'évolution de son statut. Alors, avec nous sur le plateau pour en débattre, Madame Michèle Rivasi, bonjour. Bonjour. Madame Doua Majouli, bonjour. Bonjour. Madame Alexandra Lorraine, bonjour. Bonjour. Et alors, je co-anime le débat avec Ousmane Kaba. Ousmane, bonjour. Oh, bonjour, Mona. Mais avant d'entamer notre discussion, je vous propose de suivre ce court extrait. I think that men and women are very unequal, politically, socially, culturally, economically, everywhere in the world. And I think there's some parts of the world that like to pretend that everything is fine, but it's not true. And I'm interested in talking about not just the big differences that we can measure. So we can measure the fact that women are paid less than men for doing the same kind of work. We can measure the fact that women are not well represented in parliament and in government and in executive positions, in the corporate world, that kind of thing. Madame Rivasi, vous êtes eurodéputée, membre du groupe des Verts, Alliance Libre Européen, et vous êtes la vice-présidente de la délégation de l'Assemblée paritaire ACP Union européenne. Alors, quel est aujourd'hui le constat en Europe en ce qui concerne les avancées dans la lutte des droits de la femme? J'ai un peu le regret de vous dire qu'il y a un peu un recul. Parce qu'on se bagarre depuis des années, et puis c'est international, là, sur l'égalité des salaires. On voit qu'il y a 16,3% de moins pour les femmes à valeur de travail équivalent. On voit que sur le harcèlement sexuel, 75% de femmes disent on s'est fait harceler. Sur la violence faite aux femmes, c'est pareil, il y a une augmentation. Sur l'augmentation de la pauvreté, ça touche plus les femmes que les hommes. Sur même l'accès, en fait, à certains types de travail, 60% des femmes, vous voyez, acquièrent des diplômes, mais on voit que sur l'Union européenne, d'un point de vue chercheur, c'est une femme sur 3. Donc vous voyez que quand on met tout ça, on se dit, pourtant, tout le monde et toutes les résolutions, les textes sont pour l'égalité, mais quand on regarde la réalité, vous voyez, sur des salaires, sur la pauvreté, sur le harcèlement, etc., eh bien, ça a du mal à évoluer. Et ça, j'avoue qu'au niveau du Parlement européen, on est très proactif là-dessus. Par exemple, on a fait passer des résolutions où on veut que dans les programmes de financement, vous voyez, au niveau de l'Afrique, des Caraïbes, Pacifique, eh bien, on regarde toujours l'égalité des genres. Alors souvent, on nous dit, mais ça n'a rien à voir quand on veut développer, par exemple, des entreprises, etc. Mais si, parce qu'on regarde qui on embauche. Est-ce qu'on fait attention à la parité ? Est-ce qu'on fait attention au niveau des cadres s'il y a des femmes? Vous voyez, c'est important de mêler dans toutes les politiques le fait de la représentativité et la représentation des femmes. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et souvent, vous savez, quand les hommes ont le pouvoir, ils ne veulent pas trop le partager. Donc, d'où l'intérêt de résolutions et de directives. Ça fait plus de 40 ans donc que c'est internationalisé, ce combat des droits des femmes. Mais il y a souvent des tiraillements qui, quelquefois, on se demande pourquoi elles devraient être. Parce que ces tiraillements, certains parlent du féminisme, d'autres parlent du genre. Et souvent, dans les pays anglophones, on préfère parler de gender. Bon, et alors, éclairez-nous, où en est-on aujourd'hui dans le combat? Sur l'égalité des genres, à la fois il y a des directives, à la fois il y a des résolutions qui reconnaissent l'égalité des genres. Mais l'égalité des genres ne veut pas dire qu'il n'y a plus de féminisme. Moi, je suis féministe. Et pourquoi? Je suis féministe parce que je vois autour de moi que sans arrêt en tant que femme, même pour une réunion,
vous avez des hommes et des femmes, on coupe la parole à des femmes, on ne les coupe pas au niveau des hommes. Quand on voit sur la hiérarchie, ben, très souvent on dit l'homme est plus compétent que la femme. Et comme la femme est plus humble, elle se dit « Ah, mais j'ai peut-être pas forcément les compétences pour avoir ce poste ». Puis vous regardez au niveau du CAC 40, il n'y a pas une seule femme qui est président directeur général, c'est que des hommes. Mais le FMI... Alors, il y a le FMI, je parlais du 440. Hein. Oui, mais c'est une. Oui, c'est à tous les niveaux. Et il faut se bagarrer. Je trouve que des fois, il n'y a pas assez de lobbying féminin. Parce que souvent, il faut une masse critique. Vous voyez, j'ai été députée à l'Assemblée nationale, moi, sous Jospin. Ben, grâce à Jospin, il a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 30% de femmes lors des élections au niveau de l'Assemblée nationale française. Ben, c'était une révolution, puisque les hommes ne voulaient pas laisser leur place. Au niveau du Parlement européen, il y a plus de représentation féminine. Vous voyez, on est à 37%, mais on n'est pas à 50%. Quand on voit les commissaires, ça a été une bagarre pour qu'il y ait moitié de commissaires féminins et masculins. Mais c'est toujours une lutte. Alors, après, on nous dit, mais les lois sur la parité, c'est imposé, etc. Mais heureusement qu'il y a eu ces lois, parce que sinon, il y aurait encore moins de femmes. Donc, vous voyez, pour moi, être féministe, c'est que l'égalité, il faut qu'elle soit concrète. Que ça ne soit pas que des mots et que ça soit une réalité, si vous voulez, d'un point de vue. Les droits existent, mais après, la réalité, souvent, elle est loin du concret. Ben, c'est ce travail de tous les jours, c'est cette lutte de tous les jours. Quand on parlait du harcèlement, eh ben, c'est de dire non, et puis de le revendiquer, de dire à un homme, on peut très bien avoir des relations de séduction entre hommes et femmes, mais sans parler de harcèlement. La violence faite aux femmes, enfin, c'est pas seulement dans la rue, c'est aussi dans les familles. Donc ça part de l'éducation, donc il faut changer aussi l'éducation. Le regard des hommes vis-à-vis des femmes et des femmes vis-à-vis des hommes, c'est vraiment un combat incroyable. Et sur l'Afrique, que j'aime beaucoup et sur lequel je m'investis beaucoup, on s'est aperçu que si on aide les femmes à l'éducation, si on aide les femmes sur le fait d'avoir accès à la santé, sur le fait de se bagarrer contre des traditions, etc., eh bien, on accélère le mouvement. Ok, justement, madame, on va en revenir. Aujourd'hui, vous avez en face de vous deux jeunes femmes entrepreneurs. On va commencer par Alexandra Lorraine, qui, après avoir travaillé dans le secteur bancaire et dans les télécoms, vous avez décidé de créer en 2013 All-in Cosmétiques. Et vous déclarez que votre initiative vient du fait que les produits conventionnels dédiés aux cheveux afro ne convenaient pas réellement. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre expérience de chef d'entreprise? C'est une aventure exceptionnelle et vraiment très agréable. J'ai fondé effectivement All-in Cosmetics avec ma sœur en 2013 pour répondre à la problématique du cheveu sec, qui est la caractéristique en fait du cheveu afro en Europe. Aujourd'hui, nous nous concentrons donc à résoudre cette problématique du cheveu sec en proposant des produits essentiellement faits avec des ingrédients naturels. Et All-in Cosmetics est une marque aujourd'hui qui est vendue à Bruxelles, à Paris, aux Antilles, Guadeloupe, Guadeloupe, Martinique et aussi à La Réunion. Okay. Et quels ont été les obstacles pour vous? Alors, je pense que le premier obstacle, en fait, il est inhérent au fait que je suis une femme, c'est-à-dire le doute. Est-ce que je suis capable de le faire? Et est-ce que je mérite, en fait, de créer une entreprise qui pourrait un jour générer beaucoup d'argent? Et c'était le premier obstacle, finalement, qui était moi-même. Ensuite, il y a des obstacles en termes de comment on appréhende le marché, comment on s'y attaque. Et là, il a fallu que nous fassions appel à des coachs. J'ai un cursus universitaire, j'ai fait un master en gestion de projet, en gestion des achats, mais finalement, ce n'est pas suffisant pour préparer à la gestion d'une entreprise. Donc il y a eu cet obstacle aussi où il a fallu y remédier. Et alors, d'un point de vue financier également, nous avons préféré travailler sur nos fonds propres. Pourquoi? Parce que le marché du cosmétique, surtout quand il est sur la niche du cheveu africain, n'est pas forcément bien mesuré en Europe. Alors, aller à une banque et dites, voilà, j'aimerais un prêt pour pouvoir lancer ma marque de produits sur un marché qu'on ne mesure pas. Voilà, ça c'était le troisième obstacle. Justement, Alexandre, à ce niveau-là, quand on voit votre jeunesse, on voit donc votre fougue, peut-être votre ambition, mais cependant, ce marché n'est-il pas
un peu contrôlée depuis déjà longtemps et même coachée par les grandes marques, ici on ne va pas citer de nom, mais bon, et qui sont là, qui contrôlent le monde et qui d'ailleurs sont retournées par des méthodes originales que vous êtes en train d'évoluer au niveau de All-in. Tout à fait. Et comment se frayer un passage? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, donc même si le marché il n'est pas mesuré à l'euro près, mais le potentiel de la clientèle africaine est de plus en plus mesurable. Et l'impact se voit puisqu'on organise de plus en plus des initiatives pour la beauté. Et on voit maintenant les grandes marques. Dès que les grandes marques s'y mettent, vous savez qu'il y a vraiment un impact considérable de cette clientèle. La consommatrice africaine est très exigeante, elle consomme pour sa beauté et en plus elle veut des produits de qualité avec un bon rapport qualité-prix. Donc là vraiment, il y a un enjeu sur ce marché. Et comment s'y faire une place avec les moyens d'aujourd'hui? Il n'a jamais été aussi aisé qu'aujourd'hui d'ouvrir une entreprise avec tous les réseaux sociaux qui existent, avec toute la communication digitale qui est disponible. Donc on peut se frayer un chemin, on peut toucher les gens. Maintenant, les grandes marques ont encore une grande emprise parce qu'il y a encore des pratiques, je dirais maintenant un peu plus obsolètes. Je pense au défrisage, par exemple, qui a encore une belle emprise, encore en Afrique et même encore en Europe. Mais notre travail en tant que femmes et nous qui luttons pour le bien-être de la femme, c'est de déconstruire cette idée que le défrisage est meilleur, c'est d'informer de ses effets néfastes sur la santé et c'est de convaincre que le naturel, finalement, c'est la meilleure voie. Est-ce que le marché asiatique aussi ne pousse pas à ce qu'on appelle la course vers le petit prix? Et ça, les Africains sont friands. Tout à fait. C'est une très bonne question. Il y a énormément de concurrence qui vient des marchés asiatiques et de contrefaçon. Voilà. Madame Michel Rivasi, justement, que pensez-vous? Moi, je voudrais vous dire merci parce que vous avez une initiative très courageuse et surtout liée à la santé. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que dans les produits que vous faites, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Tout à fait. Vous savez, ce sont des substances qui provoquent les cancers du sein, qui provoque une puberté précoce. C'est vraiment une saloperie. Et le fait d'avoir sorti ces produits sains pour la santé, pour la beauté, etc. Et ça, les femmes, il faut vraiment transmettre ce message-là. Et je suis contente que ce soit une femme qui est bousculée, vous voyez, des grosses marques qui, le problème de la santé, ils s'en foutent complètement. Et vous qui avez voulu, vous voyez, obtenir des produits qui ne provoquent pas ces cancers du sein, qui sont une catastrophe pour les femmes, mais je trouve que c'est vraiment super. Merci. Le sage a dit, éduquer une femme, un homme, c'est éduquer donc une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ah oui, mais c'est une très belle formule. Voilà, vous avez montré la voie. Alors, on va passer donc au témoignage de Doua. Donc, vous êtes diplômée en littérature et vous êtes la fondatrice de Miss Marketing. Vous êtes aussi chroniqueuse radio à la RTBF et vous vous présentez comme une architecte d'idées. Et vous rencontrez des entrepreneurs et vous les aidez à préciser leurs projets et vous faites du e-learning. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ce que vous faites? Parce que c'est quand même beaucoup tout ça. Et comment vous arrivez à vous en sortir? Donc moi, j'ai un parcours universitaire aussi, linguistique. Et entre-temps, je me suis formée à tout ce qui est technique, tout ce qui est création de sites internet, e-learning. Et j'avais tout de suite en fait compris que pour moi, il faut être entrepreneur. Il faut se lancer aussi sur les réseaux sociaux avec la communication sur le net, d'être libre et en plus en fait de se faire connaître, de connaître mes services. Je ne vais pas passer par la méthode classique, mais plutôt en fait d'être créative. Et donc, du coup, je suis architecte d'idées. J'ai créé autour du concept d'architecte d'idées plusieurs projets, dont Miss Marketing Magazine, qui est le premier magazine de communication, marketing et de business pour les femmes, qui rassemble en fait les femmes sur la francophonie. Le 8 mars, on y est. Donc, c'est la journée, pas de la femme, mais des droits de la femme et tout ça. Comment arrivez-vous à conceptualiser vos idées avec donc cette fameuse théorie qui est devenue une institution depuis maintenant un peu plus de 40 ans? Le 8 mars pour vous. Oui. Comment arrivez-vous à faire
élever une architecture d'idées? Tout de suite, c'est la collaboration entre les femmes. C'est vraiment l'esprit de solidarité féminine, d'être bien entourée, d'être soit dans les réseaux féminins ou pas forcément, mais d'être entourée avec des femmes. C'est ce qui fait la force. À part la richesse, c'est la force. Et du coup, on bâtit une puissance. Avec cette puissance-là, on pourrait avoir sorte de charte. On voudrait ça, on voudrait bâtir, on voudrait établir, que ce soit dans l'ordre, dans l'économie, dans la politique, dans le social, dans n'importe quel domaine. Je pense vraiment c'est être entouré de femmes et d'avoir cette puissance de solidarité. Vous rejoignez Madame la députée alors? Ben oui. Justement, il faut oser. Oui. Voilà, il faut dire aux femmes, arrêtez d'être souvent des victimes. Il faut oser, il faut prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, on ne nous le donnera jamais. Et donc, il faut le prendre. Alors, il faut le prendre par des initiatives comme vous faites, en disant, mais on peut être créatif, on peut sortir des produits justement sains. Et la femme, elle est très sensible. Pour moi, c'est souvent une médiatrice, mais qui est très sensible sur l'avenir. Vous savez, il y a encore, on dit, la femme est l'avenir de l'homme, hein, et l'avenir de la planète, parce que on a ce sens-là. Et il faut jouer la solidarité. Et lorsque, moi, en tant que députée européenne, vous savez, le fait qu'on ait une masse critique de femmes, eh bien, ça permet justement de sortir des résolutions. Alors, on parlait de violences faites aux femmes, de harcèlement, mais au niveau de la migration, vous voyez, on pousse à ce qu'on aide énormément les femmes migrantes, parce que quand vous êtes migrante, vous êtes black et femme, je ne vous dis pas tous les handicaps que vous avez. Et donc, il faut aider et en même temps dire, ben, on a la possibilité de faire. Et ça passe par l'éducation. Pour moi, ça passe énormément par l'éducation. Madame Rivasi, je voulais aussi savoir à quel moment l'Europe fait la différence entre une femme migrante ou une femme d'origine immigrée, comme par exemple Alexandra qui est née en Europe et qui a grandi en Europe, et par exemple une femme qui n'est pas née en Europe mais qui a immigré et qui s'est installée en Europe et qui veut lancer son entreprise. Il y a une différence ou Ben, normalement, il devrait, sur une femme qui vient s'installer en Europe, si elle fait des études, tout ça, il ne devrait y avoir aucune différence entre, vous voyez, quelqu'un qui est du pays, qui est autochtone, et quelqu'un qui vient... Alors, ça s'est vu dans l'histoire. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand les gens reviennent dans leur pays. Et puis alors, le phénomène migratoire à l'heure actuelle est problématique. Parce que quelles sont les premières victimes? C'est les femmes. Réchauffement climatique, quelles sont les premières victimes? C'est les femmes. Vous avez une crise dans le monde, les premières victimes, c'est les femmes. Donc c'est vrai qu'il faut aider davantage les femmes. Et quand elles viennent en Europe, eh bien, il faut, pour moi, les textes le montrent, faire le forcing pour qu'elles aient vraiment accès à la santé, qu'elles aient vraiment accès à l'éducation, qu'elles soient plus protégées, parce qu'elles ont quand même... C'est un peu comme les mineurs aussi, c'est quand même des gens qui sont, la plupart du temps, harcelés de façon terrible. Et là, l'Europe doit aider, justement, de façon plus importante les migrantes. Et après je vous dis, c'est oser. Oser, on est capable, hein, ce que vous avez fait, c'est super. On est capable de montrer que c'est pas parce qu'on est femme, justement, parce qu'on est femme, on a plus d'atouts. Et c'est concret. Et c'est concret. Avant de poursuivre notre discussion, on va encore voir ce court extrait où c'est la même auteure qui décrit la vie des ripates, des retournants, justement de ces personnes qui ont décidé, de ces Européens qui ont décidé de repartir dans leur pays d'origine. The main character, Ifemelo, leaves Nigeria, goes to the US, and spends many, many years there, goes back to Nigeria. And when she goes back to Nigeria, she's kind of Americana, but not quite. And for me, the Americana doesn't just mean the character, it means the idea that America as an idea is central in this book, because America is a place that represents something to this generation of Nigerians who... They're not hungry, they're not dying of AIDS or poverty or war, but they're dreaming of America as this extra place that, where magical things happen, and they all want to go to America. One of the things that I found interesting, and one of the reasons I wrote Americana, is the question of what home means. And, whether when you leave home, whether you can go back. And I think that
for many people in my generation of Nigerians, home has come to mean often more than one place. I think for Ifemelu, home is Nigeria still, but it's a certain kind of Nigeria because she's changed a lot. But not only has she changed, Nigeria has changed. So when she left Nigeria, it was a certain kind of place. And then when she comes back, more than 10 years later, it's a different place. And she's also a different person. Madame Rivasi, quelle est la politique de l'Europe par rapport à la situation des droits des femmes en Afrique? Est-ce que l'Europe peut, par exemple, impliquer les retournants, ces personnes européennes d'origine africaine qui ont décidé de partir s'installer en Afrique? Écoutez, l'Europe aide sur le droit des femmes, je vous dis, dans tous les programmes, que ce soit le FED, dans tous les programmes d'appel d'offres, qu'il y ait cette égalité des genres. C'est très important. Maintenant, que quelqu'un qui soit installé en Europe veuille retourner en Afrique, mais moi, je trouve ça très positif parce que ce qu'il a pu apprendre en Europe, il va le réinvestir en Afrique. Et tout ce savoir-faire fait qu'il va monter des entreprises, il va monter des activités. Moi, ce qui me rend malade dans la migration, on ne parle jamais de ce qui réussit. Et il y a plein de réussites, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans plein d'autres pays, au Botswana, en Namibie. Et je me dis, toutes ces réussites-là, il faut les valoriser parce que l'avenir, c'est pas que venir en Europe. Vous voyez bien qu'après, ça pose des problèmes énormes. C'est vraiment donner un avenir dans les pays africains. Et ça, l'Europe, elle aide, et notamment au niveau des femmes. Parce qu'on s'est aperçu que quand on donne des subventions, quand on développe par exemple des micro-projets, des micro-crédits, et quand c'est les femmes qui acquièrent ça, eh bien, il y a un développement à la suite. Alors que des fois, ça se perd, vous savez, dans des arcanes de corruption, alors que quand on passe par la société civile et par les femmes, ben, ça se développe beaucoup plus. Et ça va à l'encontre, si vous voulez, du fait que quand c'est des Africains qui viennent en Europe, ben, il y a une perte des cerveaux. C'est pour ça que je suis contente quand ça repart de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas de raison que ces gens qui ont acquis une éducation, qui ont acquis de l'expérience, eh bien, ne puissent pas. C'est un acte aussi de générosité. Vous voyez, moi qui me suis beaucoup bagarrée dans ma vie sur l'écologie, quand je réussis mes études, etc., et quand j'ai eu l'accident de Tchernobyl, je pouvais protéger que mes enfants. Parce qu'il y avait une contamination sur tout l'environnement. Mais je me suis dit à un moment, eh bien, j'ai eu la chance de faire des études, ben, je vais le dire aux autres. Vous voyez, c'est à un moment, et on a un devoir quelque part de faire partager, de communiquer aux autres. Justement, en parlant de partage, vous par exemple, est-ce que vous serez prête en tant qu'architecte d'idées à faire profiter des jeunes de votre pays d'origine, la Tunisie? Justement, à travers le net, tout est possible. Et c'est ça, je pense, l'avantage de mon projet, c'est à l'international. Et donc, du coup, montrer effectivement des cas, des résultats qui sont dans la réussite, ça va motiver aussi les gens, ça va amener vers le développement qui sera bénéfique pour tout le monde. Madame Doua, Madame Alexandra, il y a cette question qui me taraude l'esprit parce que c'est tellement intéressant, c'est quand on voit des jeunes femmes dans ce monde où les difficultés sont en train d'être multipliées par 5, par 10, la place de la femme se rétrécit, on peut dire. Alors que non, ça ne devrait pas. Ça fait maintenant, depuis 1975 qu'on a mis donc en pratique l'institutionnalisation des droits des femmes, et pourtant, 3 femmes meurent pratiquement chaque mois sous les coups de son mari. Donc, c'est que vous dites, la violence, elle est d'abord interne même, de proximité, avant d'arriver donc à un niveau international. Et vous, dans votre combat, comment faire pour asseoir au niveau de vous et au niveau du monde qui vous entoure, que ce soit en Tunisie, que ce soit donc au Congo, si je ne m'abuse, et que ce soit en Europe aussi, s'il vous plaît. Alors, je vais donner l'exemple d'Alexandra. Oui. Alexandra, par exemple, dans son projet, c'était avec sa sœur. Donc, ça commence avec la famille, en fait, d'être plus, en fait, conscient comment dire, de la solidarité dans la famille d'abord. Prendre conscience qu'on a notre place, qu'on a une vision, qu'on a un projet et on voudrait le concrétiser. Et pour cela, on a même petit à petit des membres de très proches, de très loin de la famille, jusqu'à s'ouvrir à
des collaborations, des partenariats, des réseaux, des associations, etc. Mais je pense vraiment le point de départ, c'est être conscient, d'oser, comme disait Madame Rivasi, et puis de tisser ces liens-là. Tisser des liens qui sont positifs. Et quand on est dans un lien positif avec une puissance, certainement cette force, avec cette forme-là, va générer plutôt de la puissance, va générer du positivisme. Et le positivisme dans le combat, c'est un résultat à succès. Alexandra, on peut dire aujourd'hui que vous êtes satisfaite de votre entreprise? Alors, All In Cosmetics fonctionne maintenant depuis 3 ans, réellement. Parce que 2013, ça a été vraiment les fondements, et alors la commercialisation a commencé en 2015. Aujourd'hui, nous sommes assez contentes du fait que nous avons des partenaires récurrents et un chiffre d'affaires et un fonctionnement régulier. Ce serait mentir de dire que je suis vraiment satisfaite. J'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai envie de toucher plus de monde, d'embaucher des personnes, effectivement de transmettre. Et tout à l'heure, on parlait du retour en Afrique. Pas forcément pour moi de retourner en Afrique, mais de pouvoir travailler localement avec des personnes. Par exemple, la problématique qu'on rencontre le plus souvent, c'est au niveau des matières premières qui viennent d'Afrique. Elles sont extrêmement chères, revendues par des personnes ici localement, mais qui se procurent en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'éduquer et d'aider les personnes qui les produisent réellement, comme le beurre de karité, à faire que ces matières premières puissent entrer en Europe et être plus facilement commercialisées, et que cet argent revienne aux personnes qui le produisent vraiment? Moi, c'est un peu comme ça que j'aimerais évoluer, et que c'est comme ça que je serais plutôt satisfaite de l'impact de All In Cosmetics. Est-ce qu'au niveau, justement, d'organisation économique, on peut dire, les autorités, que ce soit des pays d'origine ou bien des pays d'accueil, est-ce qu'on vous aide à asseoir ou bien à faire développer votre entreprise? Et surtout qu'on peut dire qu'il y a un frein maintenant, qui est donc ce frémissement autour de la migration, et qui devient beaucoup plus un problème qu'un success story. C'est vrai, aujourd'hui, les temps actuels font que la migration n'est pas forcément bien vue. Mais s'agissant de la question du développement de l'entreprise au sein du pays, en Afrique ou ailleurs, les autorités n'interviennent pas forcément. Par contre, il y a une réelle émancipation en Afrique des Africains eux-mêmes quand même. Certains souhaitent travailler avec d'autres Africains et aiment participer au développement de certaines marques. On sait qu'en Afrique, classiquement, les réseaux sont un peu plus, je dirais, libanais ou asiatiques. Mais aujourd'hui, des personnes qui sont d'origine africaine et qui vivent sur le continent travaillent très durement pour aider au développement de marques créées aussi par des personnes africaines. Vous avez l'intention d'étendre la vente de vos produits à d'autres pays jusqu'au continent africain? Tout à fait. Nous travaillons de manière très active par rapport à l'Afrique, notamment pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont déjà des pays, un peu des locomotives, je dirais, pour influencer la consommation de nos produits sur l'ensemble du continent. Ah, moi, ça me rassure, parce que quand vous avez cité donc les terrains d'exploitation de votre entreprise, on dirait que vous aviez oublié un peu l'Afrique. Vous avez cité la Réunion, Haïti, et j'ai dit tiens pas encore. Dans tout ça. La raison principale pour cela, elle est liée aux frais d'exportation et aux frais de douane une fois qu'on arrive en fait sur le pays. Ils sont très très lourds à apporter. Et le distributeur local doit pouvoir rentabiliser les produits qu'il achète. Donc, il doit prendre en compte tous ces frais qu'il aura payés pour pouvoir revendre alors à la clientèle. Et c'est là qu'on doit trouver un match pour pouvoir faire que l'opération soit profitable à la fois pour eux et pour nous. C'est la principale difficulté. Et il y a beaucoup de grandes marques, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, ils doivent aussi... il faut aussi une confiance plus accrue envers ces nouvelles marques comme la nôtre qui arrivent sur le continent. Vous avez tissé un grand réseau autour de vos différentes activités. Donc, si vous devez être une source d'inspiration, quels seraient les conseils que vous donnerez?
Le fait d'oser dire que pour moi, c'était pas évident de s'exposer en tant que rôle modèle féminin. Et d'ailleurs, j'ai lancé en fait un hashtag qui s'appelle rôle modèle féminin, justement à travers des vidéos de tous les jours qui parlent de moi, qui parlent d'autres femmes aussi, pour en effet en fait donner envie aux femmes d'oser, de faire, de se dire « Ah oui, moi aussi, je suis capable de le faire. Je ne vais pas me sentir écrasée. Non, je suis capable de le faire parce qu'il y a une autre femme qui a fait ça, qui a osé faire ça. » D'où justement la Tunisie est reconnue dans le monde arabo-musulman et dans le Maghreb aussi particulièrement, donc dans le nord du continent, comme étant un pays qui a fait beaucoup d'avancées au niveau des femmes, depuis déjà le président Bourguiba. Oui. Mais on a l'impression que les gens ont freiné des cas de fer et que ça traîne un tout petit peu maintenant. Et dans ce dédale, comment arrivez-vous à vous trouver? Disons que c'est pas facile pour n'importe quel pays de changer de mentalité. Ça prend du temps, des fois c'est des générations pour changer, pour faire bouger les choses. Et donc il y a des mouvements qui sont politiques comme avec Bourguiba, de libérer la femme avec des lois. Il y a aussi la religion, il y a aussi d'autres mouvements économiques et tout ce qui est social aussi. D'aller vers l'avant, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais ce qui fait la force, en fait, c'est la patience, mais en étant dans un pas d'action. Et vous y parviendrez à travers le e-learning? À travers... Parce qu'on ne lit pas beaucoup en Afrique. Je pense que pour moi, en fait, c'est plutôt Internet. C'est vraiment tout ce qui est réseaux sociaux fait partie des principaux mouvements qui aident à la conscience, qui aident à montrer, à sensibiliser. Donc bêtement, Facebook est un allié à promouvoir le changement des mentalités, par exemple. Bon, on arrive à la fin de l'émission. On va peut-être laisser nos invités conclure. On va commencer par Alexandra. Dans le cadre justement de la journée des droits des femmes, quel message passerez-vous en tant que femme, entrepreneur. En tant qu'entrepreneur. Oui. J'ai beaucoup de messages, mais le premier, ce serait oser la créativité. C'est en fait c'est oser et soyez créatif. Et c'est vraiment ce qui a propulsé en fait mon entreprise. La créativité et certainement de se dire j'ai le droit de le faire. J'ai pas besoin d'être un homme pour entreprendre, alors il faut oser. Doua? En fait, c'est assez logique avec Alexandra d'abord d'oser, mais aussi faire et donc concrétiser. Et je trouve en fait cette initiative de nous rassembler, de parler de nos parcours, c'est un pas aussi concret vers la sensibilisation. Et vous trouvez donc le 4 du 8 mars comme étant un élément vraiment bénéfique pour la femme ou... Je pense que c'est un rappel, oui. Mais ça ne devrait pas rester uniquement pour le 8 mars. Il faut faire autre chose, hein. Il faut compléter ça par... Le 8 mars, c'est tous les jours. Oui, c'est ça. 350. Ok. Voilà, on arrive à la fin. En tout cas, merci d'avoir participé à notre émission Africa Europa. Et vous êtes les bienvenus pour une prochaine. Merci. Merci. Merci.